Europe 1. Le journal de 7 heures sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Droit sur son siège, regard fixe et mâchoire serrée, Donald Trump a donc pris connaissance des 34 chefs d'inculpation retenus contre lui. Accusé de falsification comptable, l'ancien président a encaissé le coup mais a plaidé non coupable. Il a eu le temps de mûrir sa réaction dans l'avion qui le ramenait en Floride. C'est depuis sa résidence de Mar-a-Lago qu'il s'est exprimé publiquement cette nuit devant ses partisans. Jamais je n'aurais imaginé cela possible en Amérique. Et jamais je n'aurais imaginé que cela puisse arriver. Le seul délit que j'ai commis, c'est d'avoir défendu sans peur notre pays face à ceux qui cherchent à le détruire. Dès le début, les démocrates ont espionné ma campagne. Vous vous en souvenez ? Ils m'ont attaqué avec un assaut d'enquêtes frauduleuses. Donald Trump cette nuit depuis sa résidence de Mar-a-Lago en Floride, intervention télévisée en présence de ses partisans. Alors cette inculpation pourrait déboucher sur un procès pour Donald Trump au début de l'année prochaine, en pleine campagne présidentielle américaine. Il va devoir se dépêtrer d'une affaire complexe à multiples tiroirs, 3 silences achetés et autant de doutes sur leur justification comptable. Celui d'un portier de la Trump Tower, acheté aussi le mutisme de ces 2 femmes dont Stormy Daniels, avec lesquelles Donald Trump aurait eu une courte liaison. Sans surprise, à l'issue de cette audience devant le tribunal, partisans et adversaires de l'ex-président se sont déchirés. Mathieu Bock, envoyé spécial d'Europe 1 devant le tribunal de Manhattan à New York. L'un après l'autre, chacun range son drapeau et repart la tête basse. Les fans de l'ancien président quittent le petit parc qui jouxte le tribunal en traînant les pieds, sonnés par son inculpation. C'est la plus grande erreur que Alvin Bragg et les démocrates ont commis. Ils ont commis quelque chose de sale, car ça leur reviendra en pleine figure. C'est vraiment une chasse aux sorcières. Franchement, c'est un cirque ce qui s'est passé. De l'argent public gâché. Ils l'ont chargé à mort, sans raison. À l'autre bout du parc, coupé en 2 par des barrières, les anti-Trump, eux, sautent de joie. Je suis quand même un petit peu satisfaite. C'est le commencement, c'est le début d'une justice. Ça a été vraiment dur d'être américain ces 6 dernières années. Trump a banalisé le fascisme aux États-Unis et je ne veux même pas imaginer où en serait le pays s'il était resté à la Maison-Blanche. Et en sortant du parc, chacun repart dans son coin en prenant bien soin de ne pas croiser des membres de l'autre camp. New York, Mathieu Bock, Europe 1. Direction la Chine à présent, Emmanuel Macron s'apprête à entamer une visite d'État de 3 jours. L'avion présidentiel se posera sur le tarmac de l'aéroport de Pékin à 9h15 heure française. Une 60aine de chefs d'entreprise accompagnent le chef de l'État. Paris espère nouer quelques gros contrats pour rééquilibrer une balance commerciale déficitaire. Il sera aussi question de la guerre en Ukraine. La Chine ne fait pas mystère de son amitié et de sa relation qu'elle qualifie de spéciale avec Moscou. C'est donc un programme chargé qui attend le président. Arthur Delaborde, vous êtes aussi du voyage pour Europe 1. Eh bien, Emmanuel Macron débutera sa visite en s'adressant à la communauté française de Pékin, éprouvée par la pandémie de Covid et les restrictions drastiques levées en Chine seulement depuis quelques mois. Le chef de l'État mettra ensuite l'accent sur les échanges culturels en inaugurant la 17e édition du festival franco-chinois Croisement au musée d'art contemporain Red Brick. Demain matin, le président français sera reçu par son homologue Xi Jinping au Palais du Peuple. Après la cérémonie d'accueil officielle et la signature d'accords, les 2 chefs d'État seront rejoints par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avec qui ils discuteront pendant un peu plus d'1 heure. Emmanuel Macron et Xi Jinping dîneront ensemble dans la foulée avant de se retrouver le lendemain, vendredi, beaucoup plus au sud, à Canton, ville chère au président chinois, puisque son père en fut le gouverneur. Sur place, le chef d'État français échangera avec des étudiants chinois à l'université Sun Yat-sen, avant de terminer sa visite par une rencontre avec des investisseurs. Arthur Delaborde, envoyé spécial d'Europe 1 à Pékin. Et tiens, le nouvel impérialisme chinois, je vous l'annonce, ce sera d'ailleurs le thème du vendredi thématique d'Europe 1 cette semaine. Retour en France à la veille d'une 11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Elisabeth Borne poursuit aujourd'hui ses consultations à Matignon. Après les partis politiques, elle a rendez-vous ce matin avec les syndicats dans l'entourage de la chef du gouvernement comme du côté des centrales. On ne se fait pas trop d'illusions. Le face-à-face pourrait durer 5 minutes chrono. Les leaders syndicaux veulent le retrait de tout ou partie du texte et ça, Matignon n'en veut pas, Barthélémy Philippe. Oui, les leaders de l'intersyndicale ont défini leur feuille de route lors d'une réunion hier après-midi. Le mot d'ordre est simple, elle bouge sur les retraites, sinon
on sort. Concrètement, si la Première ministre ne rouvre pas les négociations autour des 64 ans, les membres de l'intersyndicale lèveront le camp sans attendre les autres sujets. Et comme Elisabeth Borne n'envisage ni retrait ni pause de la réforme, le scénario paraît cousu de fil blanc. De son côté, le gouvernement cherche à donner l'impression qu'il renoue le dialogue, mais il n'échappera pas aux images dévastatrices de Sophie Binet, nouvelle patronne de la CGT, et Laurent Berger en colère sur le perron de Matignon. Reste à savoir l'effet que produirait un tel statu quo sur la mobilisation de demain. Soit il galvanise les troupes syndicales, soit au contraire c'est la lassitude qui s'installe. Dans le deuxième cas, la mobilisation pourrait s'essouffler un peu plus après la journée d'action en demi-teinte de mardi dernier. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Europe 1 matin, il est 7h06. L'emploi des cadres, il bat tous les records en ce moment, plus de 300 000 embauches l'an dernier selon l'APEC, l'Agence pour l'emploi des cadres. Ce seuil devrait à nouveau être franchi cette année. À l'autre bout de l'échelle, parmi les salariés les plus précaires, on cherche toujours autant de petits boulots pour boucler les fins de mois. Leur nombre a été multiplié par 6 depuis janvier. Résultat d'une étude Staffmic Europe 1 vous révèle en exclusivité ce matin. C'est le cas par exemple d'Agathe. Margot Faudéré l'a rencontrée. Reportage. Bandana sur la tête, tablier bien serré et éponge à la main. Aujourd'hui, Agathe fait la plonge dans un bar à salade. En fin de semaine, elle reprendra son CDI à temps partiel dans une enseigne de produits bio. Là, je suis en jour de repos et je fais une mission de 2 heures et je reprends jeudi. Je fais des grosses journées cette semaine, 11h, 20h jeudi, le vendredi 9h, 17h, samedi 9h, 20h je crois aussi et je vais faire le dimanche en heure sup. 2 heures de plonge qui s'ajoutent à un emploi du temps chargé, mais elle n'a pas le choix. Entre la hausse des prix et un salaire peu élevé, difficile de tenir les fins de mois. Je travaille au SMIC. Pour 26 heures par semaine, je suis payée 900 à la fin du mois. J'ai mon loyer, je paye 615 €. J'ai quand même des charges à côté. Tout coûte cher. Je peux pas toujours manger comme j'ai envie de manger. Alors Agathe multiplie la double activité, 3 ou 4 missions chaque mois. En moyenne, elle gonfle ses revenus de 200 €. J'essaye d'avoir des revenus pour des choses toutes simples. Par exemple, j'ai besoin d'acheter des baskets. Je pourrais pas si je faisais pas ça à côté. Comme elle, en mars, plus de 1500 salariés ont réalisé ce type de prestations en passant par la plateforme Staffme. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1. Allez, le football, Lionel Messi à Paris, eh bien c'est peut-être bientôt fini. L'Argentin est transparent depuis son retour du mondial. Son contrat expire en juin, Jean-François Pérez, et la prolongation promise a du plomb dans l'aile. Oui, à tel point que la tendance est désormais à un départ de la star argentine du PSG cet été. Une source proche du club l'a confirmé hier soir à Europe 1. Depuis la finale de la Coupe du Monde remportée face à la France, Lionel Messi n'est plus que l'ombre de lui-même, comme s'il avait tout donné pour aller chercher le dernier trophée qui manquait à son palmarès. Ses statistiques parlent pour lui, ou plutôt contre lui. But, passe décisive, il est entre 2 et 3 fois moins efficace qu'en début de saison. Son attitude nonchalante, parfois apathique, déplaît de plus en plus aux supporters qui n'hésitent plus à le siffler. Messi est devenu le bouc émissaire idéal d'une saison ratée. Le joueur le vit mal, le PSG aussi. Les deux parties continuent de discuter, assure l'entourage de l'Argentin, mais n'est-il pas déjà trop tard? À bientôt 36 ans, la poule à la puce, comme on le surnomme, est très courtisée aux États-Unis, en Arabie Saoudite notamment. Son image internationale est intacte, mais correspond-elle encore au projet sportif d'un PSG désormais davantage tourné vers Kylian Mbappé? Réponse dans quelques jours, quelques semaines tout au plus. Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1, première demi-finale de la Coupe de France ce soir, Nantes-Lyon à 21h10, à suivre bien sûr sur Europe 1 dans Europe 1 Sport. Et évidemment, merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1.